Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va mener une véritable enquête. On part sur les traces d'un suspect qui se cache au cœur même de notre corps. Un ennemi silencieux qui opère sans faire de bruit, jusqu'à ce qu'il soit bien souvent trop tard. Son nom, le cholestérol. Allez, c'est parti, on ouvre le dossier. Et on commence fort avec cette question qui fait un peu froid dans le dos. Un infarctus sur 2, c'est juste énorme. Ça veut dire que la moitié des crises cardiaques sont liées directement à ce mécanisme. L'enjeu est donc colossal et comprendre ce processus, c'est absolument essentiel. Et voilà, voici la scène du crime. Ce qu'on observe là, c'est l'intérieur d'une de nos artères, une de nos autoroutes sanguines. Et cette espèce de dépôt jaunâtre qui bouche le passage, eh bien c'est ça, la fameuse plaque d'athérome. C'est elle qui rétrécit tout et qui met notre système en danger. Bon, il est temps de mettre un nom sur ce phénomène. Ce processus de durcissement des artères, comme on l'appelle souvent, ça porte un nom scientifique, l'athérosclérose. C'est notre suspect numéro 1 et on va maintenant décortiquer son mode opératoire. Alors, l'athérosclérose, c'est quoi au juste? Pour faire simple, imaginez que nos artères sont comme des tuyaux d'arrosage. Au début, ils sont neufs, souples, lisses à l'intérieur. Mais avec le temps, des dépôts de graisse, ces fameuses plaques, viennent s'y coller. Du coup, les tuyaux deviennent rigides, durs et surtout, leur diamètre se réduit. Forcément, le débit est ralenti, voire complètement bloqué. Et ce qui est particulièrement sournois dans cette histoire, c'est que c'est un travail de très longue haleine. Le processus peut s'enclencher tout doucement, dès l'enfance, et progresser pendant des dizaines d'années sans qu'on ne se rende compte de rien. À 40 ans, beaucoup de gens ont déjà une accumulation de plaques significative sans le savoir. Les symptômes, eux, n'apparaissent que bien plus tard, quand les dégâts sont déjà là. Mais l'athérosclérose n'agit pas seule. Non, elle a un complice, et un complice de taille, le cholestérol. Mais attention, dans cette affaire, il faut bien distinguer le bon du mauvais. Alors, voilà les deux acteurs principaux. D'un côté, on a le LDL cholestérol. Lui, c'est le mauvais. Son job, c'est de livrer le cholestérol aux cellules, ce qui est utile, mais quand il est en excès, il est un peu maladroit, il en laisse tomber en route et ça s'accumule sur les parois des artères. En gros, c'est lui qui met le bazar. Et de l'autre côté, on a le HDL cholestérol, le bon. Lui, c'est l'équipe de nettoyage. Il passe derrière le LDL, il ramasse le cholestérol qui traîne et il le ramène au foie pour qu'il soit éliminé. Propre. On voit bien la dynamique ici. Le LDL fait son travail de livraison, c'est normal. Mais c'est quand l'équilibre est rompu, quand il y a beaucoup trop de LDL ou pas assez de HDL, que les ennuis commencent. L'excès de LDL s'incruste, s'oxyde dans la paroi des artères, et c'est le début de la plaque. Et le pauvre HDL, il a beau faire le ménage, à un moment donné, il est complètement débordé. Ok, maintenant qu'on a identifié les coupables, il faut comprendre leur mobile. Qu'est-ce qui, au fond, provoque ce déséquilibre et fait grimper en flèche le risque d'athérosclérose? Bon, on le sait, beaucoup de choses dépendent de notre hygiène de vie. L'hypertension, le diabète, le fait de fumer, le manque d'activité physique, une alimentation trop riche, tout ça, ça peut clairement faire pencher la balance du mauvais côté. Mais la bonne nouvelle, c'est que là-dessus, on a la main. Ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Mais attention, coup de théâtre dans notre enquête. Parce que l'hygiène de vie, eh bien, ça n'explique pas tout. Cette phrase est capitale. Parfois, le problème est tout simplement inscrit dans nos gènes. Et là, on découvre un suspect qu'on n'attendait pas forcément, l'hypercholestérolémie familiale, ou HF. C'est une maladie génétique. En gros, le corps est programmé pour avoir un taux de mauvais cholestérol dans le tapis, et ce, dès la naissance. Et ça, qu'on mange des salades ou qu'on court des marathons, ça ne change rien. On pourrait se dire, bon, ça doit être hyper rare. Eh bien, pas du tout. Regardez ce chiffre. Une personne sur 300 est concernée par sa forme la plus fréquente. C'est bien plus courant qu'on ne pourrait l'imaginer. Et là, attention, accrochez-vous bien, parce que le chiffre qui suit est sans doute le plus alarmant de tous. Plus de 90% des gens qui ont cette maladie ne le savent pas. C'est une bombe à retardement, une maladie totalement invisible qui expose à un risque cardiovasculaire majeur dès le plus jeune âge. Alors, face à un ennemi aussi discret, qu'il soit d'origine génétique ou lié au mode de vie, comment on fait pour le démasquer? C'est là que l'enquête doit commencer, mais à une échelle plus personnelle. Et la très bonne nouvelle, c'est que l'outil de détection est d'une simplicité déconcertante. Une seule prise de sang, faite à jeun, permet de faire ce qu'on appelle un bilan lipidique. C'est un peu comme faire la carte d'identité de notre cholestérol. On y voit très clairement les niveaux de LDL, le mauvais, et de HDL, le bon.
Alors, la question c'est quand est-ce qu'il faut y penser? Les recommandations sont assez claires. En général, c'est conseillé pour les hommes à partir de 40 ans et pour les femmes après 50 ans ou à la ménopause. Mais attention, il faut y penser bien plus tôt s'il y a des cas de maladies cardiaques précoces dans la famille ou si d'autres facteurs de risque comme le diabète ou l'hypertension sont déjà là. Bon, une fois qu'on a posé un diagnostic, l'enquête se transforme en plan d'action. L'objectif n'est plus de chercher, mais de combattre. Allez, on passe à la contre-attaque. La première ligne de défense, le b.a.-ba, c'est bien sûr l'hygiène de vie. Adopter une alimentation plus saine, plus riche en fibres, en fruits, en légumes, bouger plus, maintenir un poids de forme, arrêter de fumer. C'est vraiment le socle de base et ces changements peuvent déjà avoir un impact énorme. Et dans cet arsenal, l'activité physique, c'est une arme absolument redoutable. Les études le montrent, ça fait monter le bon cholestérol, le HDL, et ça aide à faire baisser le mauvais, le LDL. L'objectif idéal, c'est au moins 30 à 60 minutes d'activité un peu soutenue, la plupart des jours de la semaine. Seulement voilà, parfois, et c'est surtout le cas pour l'hypercholestérolémie familiale ou quand le risque est très élevé, eh bien l'hygiène de vie, ça ne suffit pas. Et c'est là que la médecine entre en scène avec des traitements. Les plus connus, ce sont les statines, qui vont tout simplement réduire la production de cholestérol par notre propre foie. Et il existe d'autres molécules qui peuvent agir en complément pour vraiment atteindre les objectifs. Et la stratégie des médecins, elle est limpide. Pour les personnes qui sont considérées à risque élevé ou très élevé, on ne tergiverse pas. La recommandation est claire. On associe d'entrée de jeu les changements de mode de vie et un traitement médicamenteux. L'objectif pour le mauvais cholestérol LDL devient alors très bas, parce que le danger, lui, est bien réel. Mais le message le plus important, c'est peut-être celui-ci. Cette bataille, on ne la mène pas seul. Que ce soit pour le dépistage, pour mettre en place de nouvelles habitudes ou pour suivre un traitement, l'accompagnement par des professionnels de santé, c'est vraiment la clé du succès. C'est un vrai travail d'équipe. Voilà, on arrive au terme de cette enquête. On l'a vu, l'excès de cholestérol, c'est un danger qui progresse sans faire de bruit pendant des années. Alors la question finale à se poser est simple. Face à ce danger qui ne fait pas de bruit, est-ce que notre propre plan de santé, lui aussi, est silencieux ou est-ce qu'il est temps de faire du bruit? Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.